retrouver pour notre rendez-vous culturel et livresque, Culture, l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous. Le regretté Frantz Fanon disait « Le colonialisme est un phénomène essentiellement violent ». C'est ce que nous allons voir ce soir avec mes deux invités. Tout d'abord, j'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Mohamed Rafir, dit Mouhklichi. M. Rafir, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci à vous de l'honorer. Vous êtes ancien moudjahed, responsable de la fédération du FLN en France. Voilà. Vous êtes aussi essayiste, auteur de nombreux ouvrages, et celui qui nous intéresse ce soir s'intitule « Droit d'évocation et de souvenance sur le 17 octobre 61 » avec une édition enrichie et un hommage à Jean-Luc Einaudi. Merci encore d'être parmi nous. Merci. J'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir Madame Nedjima Ouar. Madame Ouar, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être parmi nous ce soir, Madame. Le plaisir est partagé. Vous êtes sage-femme à la retraite et vous êtes aussi essayiste, passionné d'histoire. Oui. Votre premier ouvrage qui nous intéresse ce soir et qui montre que l'une des violences du colonialisme fut d'avoir dressé les colonisés entre eux à travers les multiples guerres inter-impérialistes qu'ils ont fomentées. Cet ouvrage s'intitule « L'Algérie et les deux guerres mondiales, témoignages vivants de tirailleurs algériens ». Merci encore, Madame Ouar, d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Si vous permettez, je me tourne d'abord vers Monsieur Mohamed Rafir et ce droit d'évocation et de souvenance sur le 17 octobre 1961. Comme je l'ai dit en début d'émission, vous étiez un cadre responsable de la fédération du FLN en France et à ce titre, vous avez été arrêté dès 1958 avec 30 de vos camarades. Là, j'étais militant avant d'être responsable. Certes. D'ailleurs, tous les responsables, c'est des militants. Évidemment. Et ben, donc, moi, j'étais à Clichy, justement. Clichy, c'est là où je suis parti en 55 ici. Arrivé là-bas, donc, j'ai trouvé quand même la première cellule du FLN qui existait déjà. Alors, donc, après, j'ai adhéré et en même temps, on m'a dit, non, toi, c'est toi qui vas patronner justement la région nord c'est la fédération du FLN en France. Alors donc, ils m'ont mis comme responsable de la banlieue nord de Paris, à Clichy, le Valois, Saint-Ouen et tous les environs. Voilà, c'est ça, oui. Et ben c'est à partir de là où j'ai commencé mon action justement. Et ben donc la grève des 8 jours, par exemple, justement, la première bataille, justement, c'est la grève des 8 jours. Alors donc, 8 jours en Algérie et en France, effectivement. Alors en France, mais c'est plus touchant pour l'histoire que, alors la grève des 8 jours, qui date du 28 janvier au 5 février 57, eh ben, elle a marqué justement le FLN. Alors donc en France justement. Alors toute l'émigration, eh ben ils ont arrêté quand même. Ils ont travaillé, ceux qui travaillent dans les grandes usines justement, Renault, Peugeot, etc. Les chaînes de montage, ils étaient à l'arrêt pendant 8 jours justement. Alors donc là, le FLN, il a fait ce qu'il devait faire. C'était un véritable coup de force. Hein? C'était un coup de force que d'opérer cette grève-là jusque chez oui, parce que, le pays occupant. Pardon. Ce fut un coup de force d'opérer cette grève jusque chez le pays occupant. Ben, c'est le général Giap qui a dit que c'est la première fois dans l'histoire des peuples qui luttent pour leur indépendance que le colonisé porte la guerre sur le sol du colonisateur. Et ben donc nous, on a paralysé l'économie française justement. Quand on a fait la grève des 8 jours, là, et ben donc les usines Peugeot, Renault, etc., ils étaient à l'arrêt. Alors donc, mais les Français, ils ne se retrouvent pas, parce qu'ils ne se retrouvent pas, c'est l'économie de Tahoum qui est paralysée. Et ben quand les 8 jours passés, je le cite en tant que les 8 jours qui sont passés, ils ont été justement travaillés. Alors arrivés là-bas, ils étaient reçus par les Français, leurs collègues français. Voilà, les Fellagas sont de retour. Voilà, les Fellagas sont de retour. Voilà, c'est ça, oui. Eh bien, ils ont repris le travail. Eh ben, ils ont repris le travail. Et à la fin du mois, pour vous dire,
parce qu'ils ont besoin de la main-d'œuvre algérienne, effectivement. C'est une paralysie. Si on licencie, alors les usines ils vont s'arrêter, justement. Alors, donc, la fin du mois, quand ils les ont payés, ça, c'est un geste vraiment militant. Alors, ils leur ont donné l'enveloppe, ils leur ont enlevé les 8 jours de grève, ils les ont enlevés. Alors, les nôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec le syndicat, effectivement, eh ben, vous nous payez les 8 jours, sinon on part d'ici. On va aller ailleurs. C'est une menace, quoi. Et ben donc, la direction, s'ils s'arrêtent, c'est l'usine qui s'arrête, les chaînes de montage, etc., etc. Donc, ils leur ont payé les 8 jours. Un mois après, ils leur ont payé les 8 jours dans une enveloppe à part, effectivement. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des militants, la plupart, enfin, les militants. Alors, l'enveloppe qu'ils ont reçue, ils sont venus, ils ont fait don à OFLN, justement. Ils ont fait don de ces 8 jours-là, financièrement. Donc, c'est un geste qu'il faut dire à nos enfants et en même temps à l'histoire elle-même, justement. Et bien, donc, nous, on a continué notre activité avec le comité fédéral patronné par Omar Boudaoud. Omar Boudaoud, Allah yarhamou, c'est Abban Ramadan qui l'a mis là-bas, effectivement, avec Khadour Ladlani et tout ce qui est le comité fédéral. Et ben, donc, nous, moi, j'étais responsable donc, de Clichy et toutes les banlieues. Et ben, parce que nous, les responsables, on n'a pas le droit justement, d'habiter justement là où vous êtes responsable. Il faut être ailleurs et venir justement sans savoir, même mes compagnons ils ne savent pas où je suis. Voilà, ça c'est pas démanteler le la réseau. règle de la révolution justement. De la clandestinité, oui. Alors donc, moi j'habitais au centre, à Paris 4e justement à l'époque. C'est là où j'étais arrêté effectivement. Et ben donc je venais là-bas pour les réunions, etc., etc. Donc et voilà, 55, 56, 57, et ben, ils ont fini, justement, j'ai travaillé avec tout ce monde-là, et ben, donc on m'a arrêté, justement, là où j'habitais, au Paris 4e. Pourquoi? Parce que j'avais une voiture. J'avais une moto au départ en bas d'une voiture, parce que la moto, avec les sacoches, etc., parce que c'est les tracts que je traîne dans Paris. Alors donc, l'adresse, il faut donner l'adresse. J'ai acheté une voiture, mais l'adresse officielle. Il n'y a pas alors c'est dans le 4e arrondissement, j'ai donné quand même, c'est le patron, c'est un Français, il m'a donné quand même l'attestation. Et ben, donc, ils ont suivi justement le matricule de la voiture, ils ont suivi, là, ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté le mercredi 8 janvier 1958 à 0h, justement. Alors, donc, l'arrestation, et ben, ça, c'est effectivement, ils ont trouvé quand même dans ma chambre des preuves, des documents, etc. Des tracts, etc. Donc, ils m'ont arrêté. Et ben, j'ai passé quand même 8 jours. Justement chez la DST pour que je puisse donner les noms, etc., etc. Mais ils n'arrivent pas, justement. Je donne des faux ACDA. Voilà, j'ai dit nos responsables, nous, on ne se donne pas les vrais noms. Et bien, c'est ça. Donc, j'étais arrêté donc, le 8 janvier 1958. Arrivé à Fresnes, justement, on m'a amené à Fresnes, justement. Alors, donc, à Fresnes, j'ai trouvé là-bas Bachir Boumaza, etc., Akbel et Moussa, enfin tout ça. À Fresnes, c'est la prison, la deuxième après la prison de la santé, bien sûr, bien sûr. Alors donc, voilà, donc j'ai passé 3 ans en prison, et ben, avec les grèves de la faim, on a fait les grèves de la faim, et pour le régime politique, justement, nous ne sommes pas des droits communs, nous sommes des détenus politiques. Donc on a le droit à un régime, mais comme eux, ils nous ont mis même moins que le régime du droit commun. Oui. Alors comme il y a eu justement, je suis passé en justice, justement, le mois de juillet 1958, alors 58, alors on m'a condamné à 2 ans, de prison. Et ben donc 2 ans de prison.
eh ben, Maître Ousdek, qui est l'avocat du FLN, effectivement, il a fait appel. On a fait appel, comme ça. Alors, donc, on a fait appel. Eh bien, l'appel, j'étais en prison, effectivement. Alors, donc, c'était en octobre 58, justement, eh ben, c'est là où je suis passé en appel, justement. En appel. Alors, donc là, le comité, enfin, les responsables, Aït Ahmed Boudiaf, etc., ils étaient l'infirmerie, parce qu'on ne les voit pas. D'ailleurs, les relations qu'on a avec Maître Ousdek, c'est l'avocat qui va, il revient. Alors, quand ils ont créé le GPRA, justement, le 18 septembre, le 27 septembre 58, quand ils ont créé le GPRA, les 5, ils les ont mis comme ministre d'État. Un ministre d'État tout en étant en prison. Alors, donc, ils ont écrit une déclaration, justement, une déclaration qu'ils ont remis à Maître Ousdek. Il nous l'a ramené à la prison. Alors donc, à l'avenir, voilà, ceux qui peuvent, on n'a pas le droit de prendre le papier, on va avec les menottes, justement. On ne va pas y aller prendre, d'ailleurs, on n'a rien du tout, justement. Alors donc, cette déclaration, justement, eh ben, elle est tombée sur moi, ça veut dire sur moi, c'est moi qui a un peu, j'ai le certificat d'études à l'époque, bien sûr. Vous avez été donc le relais de cette proclamation du GPRA. Ben, voilà, donc cette déclaration, elle a été rédigée par Aït Ahmed, c'est après l'indépendance, je l'ai touché, il m'a dit, oui, c'est moi et Boudiaf qu'on l'a rédigé. Alors, si vous permettez, Monsieur Rafil, on va revenir sur les conditions de votre détention, mais surtout sur cet événement du 17 octobre 61. Cependant, je me tourne d'abord vers Madame Ndjima Ouar et son ouvrage « L'Algérie et les deux guerres mondiales, témoignages vivants de tirailleurs algériens ». Madame Ouar, quelle a été la genèse de cet ouvrage? Vous le révélez en disant que vous-même, dans votre famille, vous fûtes touché par ce phénomène de la conscription forcée. Pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Quand j'étais enfant, donc vers l'âge de 7 ans comme ça, j'ai appris par ma grand-mère, Marzoukta Saadit, qui parlait avec les voisines. On venait d'habiter dans ce quartier. Elle leur disait « L'Arabino, il a emprisonné l'Allemagne ». Alors j'étais une enfant intriguée parce que quand on voit ça... Notre Larbi était prisonnier mon Larbi était prisonnier d'Allemagne. Donc quand on est enfant, on voit quand même un père qui est fort. Comment ça se fait qu'il est prisonnier? Qui sont ces gens? Alors, ces gens, ces Allemands, alors j'ai posé la question à mon père. Et comme j'étais une enfant, il me racontait son séjour, ce qu'il avait passé, mais avec humour. Il me faisait rire. Et le temps a passé. Quand j'étais adulte, donc, et tout ça, je commençais à voir à la télévision avec la parabole, des films, enfin beaucoup de choses. Et j'ai vu qu'on ne parlait pas des Algériens. On parlait d'autres tirailleurs, mais pas des Algériens. Alors je me suis dit, et mon père venait de mourir aussi. Donc après, je me suis dit, ah non, je ne vais pas laisser passer ça. Mon père m'a raconté qu'il a souffert tout ce qui s'est passé, qu'ils sont tellement cherché une pomme de terre entre les soldats militaires. Enfin, il y avait des Algériens, des Français qui sont tombés dans un chaudron à cause d'une pomme de terre. Je ne vais pas laisser ça comme ça, il faut que j'écrive, je fasse témoigner des gens. Il y avait encore des tirailleurs, des Algériens donc, qui avaient participé à cette deuxième guerre mondiale, qu'on appelle aussi les anciens combattants. Il faut que je les fasse témoigner pour qu'aux yeux du monde entier, pas simplement les Algériens, aux yeux du monde entier, et en particulier la France, pour qu'ils sachent ce qu'ont souffert ces tirailleurs. Et j'ai commencé par là où je travaillais, comme j'étais sage-femme à la retraite. J'ai demandé à mon collègue, M. Bouali Mourad, est-ce qu'il y a des vieux qui ont fait la deuxième? Ils m'ont dit oui, il y a Flan, il y a M. Bouabida. Et un moment après, il est arrivé.
Il m'a dit oui. Après, j'étais chez lui, il me racontait. Et lui me montrait un autre. Quand je trouvais personne, j'allais à la mosquée chercher les vieux. Je demandais, quand je trouvais un groupe de vieux, je leur disais, ils me montraient aussi. Et ça m'a fait, avec mon père, ça a fait 20 témoins. Il y avait donc mon père plus 19 autres. Maintenant, ils sont décédés. Ah ben, Voilà. Donc, vraiment, ils m'ont appris des choses extraordinaires. Extraordinaires, ce qu'ils ont passé, tout ça. Après, je me suis dit, je ne vais pas faire un livre, dire telle personne m'a raconté ceci. Ah non, il faut que je dise pourquoi ils ont fait cette guerre. Justement, voilà. En vous lisant, vous remettez ces témoignages dans tout leur contexte historique, comme si on ressent chez vous le besoin de comprendre l'histoire dans son ensemble et pas seulement de simples parcours de vie. Exactement. Donc, je me suis dit, il faut que je parle de... Et bon, c'est la France qui les a emmenés faire la guerre. Pourquoi la France est rentrée? Et avant la France, qu'est-ce qu'il y avait? Ainsi de suite, jusqu'à l'Antiquité. Donc, je parle de l'Algérie depuis l'Antiquité jusqu'à 1945, c'est-à-dire la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai englobé aussi le 8 mai 1945. Et depuis l'Antiquité jusqu'à 1945, j'ai mis comme titre les deux guerres mondiales, mais il y avait eu aussi beaucoup de guerres. Des Algériens ont été justement, ont participé à plusieurs guerres. Par exemple, ils ont été, avant, l'Allemagne s'appelait la Prusse. Oui. La Prusse. Donc, Bismarck, Premier ministre de Guillaume Ier, l'empereur, le roi plutôt, donc il lui a dit il faut qu'on agrandisse, qu'on rajoute d'autres zones pour qu'il y ait une grande Allemagne. Donc, après, comme la France avait peur de cet empire à côté d'elle, elle leur a fait la guerre. Et elle a pris avec elle des Algériens. Donc, des Algériens ont été en Prusse. Au Tonkin, donc dans la République de Chine, en Crimée, oui. Au Mexique, la campagne d'Italie. Donc ils ont participé à toutes ces guerres. C'était des tirailleurs et certains étaient obligés et leurs familles refusaient. D'autres ont été volontaires parce qu'ils étaient affamés. Parce qu'on leur donnait une solde à eux. Et ils savaient que s'ils mouraient, leur famille percevait une solde. Mais quelle solde? Qui était inférieure à celle des Français. Mais ils ont accepté ça, ils sont colonisés. C'est juste pour vivoter. Oui. Donc j'ai parlé de ça. Après, j'ai parlé aussi donc, de la Première Guerre mondiale, Justement. de l'entre-deux-guerres et de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui nous amène justement à la Première Guerre mondiale, et qui fut une boucherie atroce. Ah oui, oui. Et oui. qui était une guerre inter-impérialiste pour le partage du monde. Oui. Et le comble du cynisme des colonisateurs, c'est de faire participer les colonisés à une guerre Qui n'est pas la leur. non seulement qui n'est pas la leur, mais qui a pour but d'étendre encore plus l'empire colonial. Exactement, voilà, c'est ça. Là, de toute façon, qu'est-ce que faisait la France? Il n'y a pas rien qu'elle, même les autres pays. Évidemment, À chaque fois évidemment. qu'ils colonisaient un pays, ils prenaient toutes leurs richesses. Hein, y compris humaines. on voit même courir dans les basses-cours pour prendre les poulets, tout et tout ça, plus la chair des pays colonisés, leur chair. Les êtres humains, ces personnes-là, hein, qui donnent leur vie à un pays qui n'est pas le leur et qui mourraient, surtout la Première Guerre mondiale, ils n'étaient pas encore préparés. Ils ne savaient même pas encore tenir un fusil. Il y a eu beaucoup de morts. Après, vers la fin, ils ont commencé à leur apprendre. Parce que pour la Deuxième Guerre mondiale, il y avait donc l'instruction, ce qu'on appelait l'instruction. On leur apprenait comment tirer, même dans le noir. On leur mettait une bande, ils m'expliquaient. Mais là, la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de morts. Et des gens se sont révoltés, comme à Biskra, dans le sud, dans la Kabylie. Ils se sont révoltés, ils leur ont dit, prenez notre bétail et tout, mais pas nos hommes. Et ils leur ont ramené des Sénégalais pour justement les attaquer. Mais ces pauvres Sénégalais, eux aussi, hein, on leur dit d'attaquer, de faire ceci, de faire cela, sinon on vous tue. Ils sont obligés
d'attaquer, on leur disait de violer, de faire. Et ils étaient obligés. Parce que, imaginez un peu, même un Algérien qui va aller jusqu'en Allemagne ou quoi que ce soit, si on lui dit de faire quoi que ce soit, il va le faire, sinon il va être tué. C'était pas de leur propre gré. Bien sûr. Bon, donc il y a quand même d'autres qui leur interdisaient, mais il y a d'autres qui leur disaient, allez-y. Moi, il n'y a pas longtemps, les femmes là, féministes qui étaient parties en Amérique, elles étaient là, elles parlaient avec un député, il était tellement énervé, il a dit à ses gardes-corps, allez, prenez-les, en avant. Voilà. Donc ces tirailleurs-là sénégalais, on les appelle tirailleurs sénégalais, ils ne sont pas tous du Sénégal. Mais on dit sénégalais alors qu'ils sont un peu des Maliens, des Tchadiens, un peu de partout, on les appelle les Sénégalais. Et il y avait justement, lors de la Première Guerre mondiale, il y avait cette hantise de la part du colonisateur de ne pas former les colonisés à l'usage des armes, oui, afin qu'ils ne retournent pas cette formation. Exactement. D'où la boucherie que ce fut pour ces colonisés-là. Voilà. Les colons leur ont dit non, 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 ne les envoyez pas faire la Première Guerre mondiale parce qu'ils vont apprendre à manier les armes, ils vont se retourner chez nous. Eh bien, c'est ce qui s'est passé plus tard. Ils ont appris, comme on dit en kabyle, c'est-à-dire aller loin pour apprendre, s'instruire, se cultiver. Vous voyez, par exemple, quand on voyage, eh bien, c'est ce qu'ils ont appris. Ils ont appris qu'il y avait des syndicats, comment manier les armes. Ils ont vu aussi quelle était la France. Aux yeux des autres pays, elle était inférieure. Elle ne pouvait pas se défendre sans eux. Ouais. Eh bien, ils ont vu qu'elle était faible. Le mythe s'est effondré. Le mythe s'est effondré, la peur. Et tout ça, ça encore leur a donné plus de courage. Et ils étaient bien préparés, et avec la foi. Comme avant, ils disaient, oh, quand on leur disait on va faire la guerre d'Alger, d'autres leur disaient, comment vous allez la faire? On ne sait même pas préférer une boîte d'allumettes. Eh bien, non. Avec la foi, le courage, etc., ils ont eu leur indépendance. Parce que pour gagner une guerre, il ne suffit pas d'avoir des chars, des avions et tout. L'intelligence calculée, tout ça. On a bien vu dans nos films algériens, les Français qui faisaient justement des plans au mur sur un tableau et les Algériens avec, par terre, sur la terre, avec un bâton, on va faire ceci, on va faire cela. Voilà. Oui. Plus... Enfin, après, si vous voulez encore plus, il n'y a pas rien que ça. Il y a ça, il y a encore autre chose qu'ils ont utilisé aussi durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, on va justement revenir sur cette question de la guerre asymétrique. Cependant, je reviens, puisque vous parlez d'expérience et de militantisme, je reviens vers Mohamed Rafir, dit Mouhklichi, et ce rapport que vous avez effectué sur la répression. Parce que parfois... Quand on parle du 17 octobre 1961, certains veulent encore faire passer cela pour une sorte de bavure, comme si ce n'était pas quelque chose de systématique et de structurel. Or, en juillet 1961, déjà, vous aviez rendu un rapport sur la répression et qui préfigurait déjà ce qui allait se passer en octobre. Alors, pouvez-vous nous dire plus sur ce rapport et qui va nous amener justement dans sa chronologie jusqu'à cette fameuse soirée de d'octobre 61. Merci, mais je vais donner quand même quelques repères, justement, si on veut. Chronologique, oui. J'étais arrêté, voilà, c'est le journal Le Figaro. Figaro. 30 militants FLN arrêtés, parmi eux le responsable de l'organisation pour le nord de Paris. Ils ont mis ça à mon nom ici, voilà. Alors ça, c'est mon arrestation. Alors, quand je suis arrivé en prison, effectivement, eh ben, j'ai trouvé des compagnons, bien sûr. Eh ben, Kemagoult Bachir Boumaza, etc. Donc, on a justement, on s'est organisé même au sein de la prison, justement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'anarchie, parce que c'est ça. Donc, eh ben, les 5 ministres, Ahmed Diaf, ils étaient à l'infirmerie, ils ne sont pas en contact avec eux. Alors donc, moi, quand
quand le GPRA a été créé, justement, le 20 août, le 20 septembre 58, justement. Alors eux, ils les ont désignés comme ministres d'État, tout en étant en prison. Alors donc, ils ont écrit une déclaration qu'ils ont remis à la maître Siddiq, qui nous l'a ramené, justement, une déclaration qu'il faut que les militants, ceux qui doivent comparaître devant la justice, à partir de maintenant, ils doivent la prendre par cœur et la réciter. Alors donc, comme c'est très difficile, justement, pour ceux qui ne connaissent pas le français, ou à peu près, et ben donc, c'est tombé sur moi. Ça veut dire le maître Siddiq, il a fait en sorte que je passe devant le tribunal, et il faut qu'avec Boumaza, etc., il faut la prendre par cœur, cette déclaration, parce que c'est un ordre. Alors, donc il n'y a pas lieu de... Parce que rares ceux qui sont, justement, ils ont un peu de culture, quoi. Et ben donc, c'est tombé sur moi. Et ben donc, c'était mon arrestation, comme j'ai dit. Alors la déclaration, alors donc... on m'a condamné déjà justement en juin, on m'a condamné justement à 6 mois de prison. Alors après j'ai fait appel. Alors dans cet appel-là, c'est en octobre, justement le 8 octobre 1958, justement, que je dois passer en appel. Et bien justement, ce témoignage, ça veut dire cette déclaration, il fallait la prendre par cœur. Et ben ça, c'est un ordre. Alors, quand je l'ai apprise par cœur, effectivement, je la récite tous les jours, maître Siddiq, il vient, je répète, etc., etc. Ici, c'est virgule, ici, c'est point, etc. Et ben, donc, cette déclaration, elle est dans ma tête jusqu'à présent. Alors, si vous voulez que je la récite, eh ben, Monsieur le Président, donc, nous, on est enchaînés avec mes collègues, quoi. Chacun, il est venu pour son affaire. Alors, on est enchaînés. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien, justement. Alors, donc, Monsieur le Président, et encore la manière, même Maître Siddiq, il m'a dit, il ne faut pas la dire comme ça, il faut essayer. La déclamer. Voilà, la manière. Alors, le procureur, quand il a pris mon dossier, parce que c'est l'appel, hein, on m'a condamné justement à 6 mois. Non, à 1 an plus tôt, on a fait appel. Bon, c'est là où Eh bien, donc, Monsieur le Président, alors donc là je m'excuse si je peux me lever pour la réciter. Voilà. Je pense que votre micro va vous en empêcher. Monsieur le Président, nous sommes des Algériens. À ce titre, nous n'avons fait que notre devoir au service de la révolution de notre peuple. Nous nous considérons comme des soldats qui se battent et savent mourir pour leur idéal. Ainsi, nous faisons partie intégrante de l'armée de libération nationale. Nous avons des chefs à qui nous devons obéissance. Nous avons un gouvernement provisoire de la République algérienne qui est le seul à nous administrer sa justice. Quel que soit votre verdict, même le geste, quel que soit votre verdict, nous sommes convaincus que notre cause triomphera parce qu'elle est juste et parce qu'elle répond aux impératifs de l'histoire. Face à ce tribunal, nous observons, mes compagnons, chacun il est venu pour son affaire, nous observons une minute de recueillement à la mémoire des martyrs algériens morts pour leur patrie. Garde à vous. Alors donc là, le procureur, il ne sait pas où donner de la tête. Il a dit à la police, sortez-le. Comme le box, il est fermé de l'extérieur. La police, ils ont essayé, mais j'ai dit à mes compagnons, il ne faut pas la laisser rentrer, jusqu'à ce que je termine. Alors donc ça, vive l'Algérie libre et indépendante, vive le Front de Libération Nationale et son armée de libération nationale, vive la République algérienne. Voilà, donc ça c'est la déclaration. Alors donc, justement, quand j'ai dit garde à vous, une minute de recueillement à la mémoire des martyrs algériens, Maître Siddiq et Maître Ben Abdallah, ils sont levés avec leur robe. Ils sont levés et le procureur leur a fait une remarque. Non seulement, votre client, il nous insulte, il a dit quand même, garde à vous, vous vous êtes levés. Alors, Maître Siddiq, il a répondu. Il a parlé de martyrs. Moi, je considère que dans cette sale guerre, les Français et les Algériens morts, c'est des martyrs. Alors, il a répondu d'une manière vraiment pour justifier ce qu'il a fait. Et ben donc on m'a ajouté 1 an.
Alors, donc j'ai gagné au loto. Alors 2 ans plus 1, ça fait 3. Et ben donc à 3 ans, et ben j'ai fait mes 3 ans. Et quand j'étais libéré en janvier 61, justement, 58, 61. Oui. Bon, ben, j'ai repris mes activités. Toujours, ben, ça, c'est justement, le militant, il n'a pas le droit de pas dire... De vacances, oui. Surtout, alors on m'a donné la responsabilité, pas de maintenant de Clichy, etc., pas l'ancienne, la rive gauche, ça veut dire de Paris, la wilaya 1. La Paris, division en wilaya 1 et wilaya 2. La deuxième, la wilaya 1, et la rive gauche et la rive droite, c'est la wilaya 2. Et ben, dans Paris et les banlieues, il y avait 80 000 militantes et militants. Dans Paris et les banlieues. Donc il faut les gérer, ça veut dire les gérer d'une manière, bien sûr, c'est l'organisation qui décide. Nous, on ne fait qu'appliquer justement ce que la fédération du FLN nous donne comme directive, et tous les mois on fait un rapport. Les militants, les ados, les rahou, etc. On fait des rapports mensuellement. Alors donc, donc ça c'est j'ai suivi justement parce que j'étais libéré en février 61 justement. J'ai purgé mes 3 ans. Même dans un camp, hein, en principe, on m'a condamné à 3 ans, on m'a amené dans un camp de l'Arzaq. Le camp de l'Arzaq, ça veut dire qu'après la détention, ils mettent là-bas les gens. Alors donc moi, comme j'ai fait 3 interventions chirurgicales avec les tortures, etc., et ben, il y a l'assistante sociale avec la Croix-Rouge internationale. Ils ont dit, ouais, il a purgé ces 3 ans, il faut le libérer, justement. Il faut le libérer parce qu'il est malade. Quand j'étais libéré, interdit de séjour dans Paris et les banlieues déjà. Interdit de séjour. Bon, moi, hors la loi que j'étais, il fallait j'étais à Paris. Et bien à Paris, donc c'est là où j'ai repris mes activités maintenant dans Paris. À Paris. Alors donc mes activités, et ben l'histoire du 17 octobre, on a reçu des instructions pour le 17 octobre. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont le couvre-feu. Ils nous ont décrété le couvre-feu. Quel était l'enjeu du couvre-feu? Pardon? Quel était l'enjeu du couvre-feu pour l'administration coloniale, pour l'administration française? Le couvre-feu, il a été décidé par Papon. Certes. C'est ça, c'est Maurice Papon, le préfet de la Seine, de Paris et les banlieues. Eh ben, il a décrété le couvre-feu pour les Français musulmans algériens. Pourquoi? Parce que le second front armé qu'on a engagé en France, moi je n'étais pas, j'étais en prison, bien sûr, qu'ils ont engagé le 25 août 58 à 0h, un deuxième 1er novembre, qui a été déclenché en France, justement. Mais les objectifs militaires et économiques, attention les civils, voilà, ça c'est les directives que reçues. Alors donc, justement, cette action-là, elle a donné ses fruits. Alors donc, Papon, il a dit, c'est la nuit qu'on travaille, voilà, qu'on active. Alors le jour, tout le monde travaille. Voilà. Et ben alors donc, il a fait justement un couvre-feu. Les Français musulmans algériens, sauf le fait, les FMA, n'ont pas le droit de sortir à partir de 20h. Alors donc ça c'est le premier, justement en février justement 61, en Bad. Et ben on n'a pas tenu compte, on est sorti quand même. On est sorti parce que, alors après, il y a eu de la mort, il y a eu, à chaque fois, il y a eu quand même des arrestations, etc. Et ben le second front armé, justement, le second 1er novembre, le couvre-feu, si on veut dire, c'était le mois d'octobre, justement. Le 1er octobre, ils ont décrété un deuxième couvre-feu.
Alors donc maintenant c'est justement c'est un poison pour nous. Ça veut dire de ne pas sortir la nuit. C'est aussi la nuit qu'on travaille. C'est la paralysie de l'histoire de la fédération du FLN en France. Et ben donc nous on a écrit nos rapports à nos responsables. Alors c'est là où ils nous ont dit préparez-vous justement pour le 17 octobre. Alors, comme c'est octobre, le début octobre qu'ils ont décrété le couvre-feu, alors donc, le 17 octobre, voilà ce que vous devez faire. Alors, vous sortez tous à 20h, on m'a dit à 20h jusqu'à 5h du matin. Alors, le 17 octobre, à 20h, justement, toute l'émigration, justement, hommes, femmes, enfants, etc., puisqu'on nous considère comme français, musulmans, algériens. Et le mot français est là. Pourquoi? Je peux aller au cinéma, je peux aller au restaurant. Et alors, donc, le 17 octobre 61, c'est la date où, justement, il fallait sortir. Alors, tout le monde est sorti. Est sorti encore et aller dans Paris, le centre de Paris. Hein. Alors donc, il n'y a pas lieu de tourner dans les bons lieux. Il faut aller au centre de Paris comme si il n'y a rien. Et ben donc, la police, finalement, Papon et Debré, etc., et De Gaulle, finalement, et ben donc, la nuit du 17 octobre, c'était une nuit rouge pour nous. Alors donc, non seulement ils les arrêtent, mais ils les tuent, ils les jettent à la Seine. Et là, donc, la jeune lycéenne de 15 ans, Fatima Beddar, elle est sortie avec son cartable du lycée. Et ben, elle habite Saint-Denis, elle est venue à Paris pour marcher, c'est tout. Et ben donc, ils l'ont tué. C'est pour ça que je l'ai mise justement dans la couverture de mon livre. C'est un symbole, justement, la Fatima Beddar, alors 15 ans, justement. Alors donc, cette bataille-là, justement, du 17 octobre, et ben donc, elle a pas justement, les Français, ils étaient hors d'eux. Les Français qui sont simples, parce qu'il y a des Français qui travaillent avec nous. Évidemment. Le réseau Janson, c'est connu. Évidemment. Alors donc, le manifeste des 121, même Kennedy à partir de son pays, il a dit à De Gaulle, c'est lui qui a forcé De Gaulle à y aller négocier. Justement, c'est pour ça que la place Kennedy de Delbiar, elle a sa raison d'être. Et ben donc, c'est à partir de là où les négociations, ils ont repris. Et l'aboutissement, eh ben c'est cette bataille de 17 octobre qui a poussé De Gaulle à y aller, à négocier. Et justement, et en même temps, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que De Gaulle, elle avait dit, quand il a négocié, ils ont négocié, etc. Donc, et il avait dit, ils lui ont dit, oui, vous avez bradé l'Algérie, etc., etc. Il leur a dit, si je ne fais pas, justement, je ne discute pas avec eux, eh ben, nous, on a dit l'Algérie française de Dunkerque à Tamanrasset, eh ben, ça va devenir la France algérienne, de Tamanrasset à Dunkerque. Voilà, c'est ce qu'il leur a dit. Il a quand même des déclarations un peu. Et au Galom, le FLN, il a traversé la mer Méditerranée, il est là. Les maquis sont là, justement. Alors on risque, justement, de dire la France algérienne, justement. Au Galom, même la ville où j'étais né, la Colombie, les deux églises, ça va devenir Colombie, les deux mosquées. Alors donc alors c'est pour ça que j'ai lâché. J'ai lâché et voilà. Donc moi j'ai fait mon devoir dans le sens où dans la prison, les grèves de la faim. Après la prison, un des acteurs du 17 octobre 61 et j'ai laissé un écrit, un témoignage avec des documents à l'appui, sans dire, ce n'est pas parler seulement, le document, justement. Alors donc ça, eh ben, nos enfants, justement, ils doivent justement s'informer, voilà, les autorités, bien sûr, sur le rôle de l'immigration qu'elle a joué, justement, les statistiques financières, justement, de la révolution. Eh ben, Ben Khadda, Allah yarhamou, le président du GPRA, le dernier GPRA, eh ben, donc, il a les statistiques financières du GPRA, justement,
ils ont mis 80% du budget de la Révolution, il est venu de l'immigration. 80%, même des Français, des commerçants français, vous payez une cotisation, sinon on ne rentre pas chez vous. Alors donc, la finance, c'est ça. طبقنا الآية كي تقول بسم الله الرحمن الرحيم جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. احنا جاهدنا بالأموال والنفوس ودوك يقولوا لنا احنا كاينين اللي قالوا لي انتم رحتوا لفرنسا تقولوا درنا الثورة واش تحب Ça c'est une peau de banane qui est facile à lancer. En tout cas, on va revenir sur les documents si le temps s'y prête, que contient votre ouvrage, et notamment ce cahier spécial à la mémoire de Jean-Luc Einaudi. Cependant, je reviens vers l'ouvrage de Madame Njimaoura après un petit intermède, puisque c'est aussi le moment de notre livre de chevet, qu'on va retrouver comme d'habitude après le jingle. Continuons donc ensemble l'exploration de l'honneur de Saint-Arnaud de François Maspero. Évidemment, il s'agit d'un titre ironique puisque Maspero ne se fait aucune illusion sur celui dont Victor Hugo avait dit qu'il avait les états de service d'un chacal. Et comme Maspero, comme Madame Ouar aussi, refait une rétrospective historique autour de l'ascension de Saint-Arnaud comme de son ascension militaire, il va nous dire au sujet de la conquête de l'Algérie. La conquête de l'Algérie, le coup d'éventail, bien sûr. L'image dans mon livre d'histoire de l'école primaire. Notre consul, Maspero met entre guillemets, fait face superbement cambré au dé d'Alger qui s'est levé de son trône, le visage déformé par une rage hideuse et qui esquisse le geste infamant du soufflet en élevant son ustensile en plume de paon, lequel est plutôt un chasse-mouche d'ailleurs. Qu'importe après cela, si dans la réalité notre consul était un personnage universellement déconsidéré, véreux et trempant dans un tas d'affaires louches. Qu'importe que le Dey Hussein ait eu des raisons d'être exaspéré par les atermoiements de la France à rembourser l'énorme créance qui datait des campagnes d'Égypte et d'Italie. C'était l'époque où l'Algérie, grande exportatrice de céréales, pouvait nourrir les armées de Bonaparte en campagne. Qu'importe qu'après le congrès de Vienne, d'habiles et fructueuses manœuvres de Talleyrand aient fait tomber la majeure partie de cette créance dans d'autres poches, en l'occurrence celle de la maison Bakri, négoce en tout genre. Une histoire tellement compliquée et tellement pleine de rebondissements qu'elle a donné lieu à un grand poème satirique, la Bakriade, dont le clou est naturellement le coup d'éventail. À ce coup, le chrétien frémissant de colère était prêt à saisir son glaive consulaire, mais diplomate habile, il calme son transport, fait un présent au Dey, le remercie et sort. On réécrit l'histoire même en vers lorsque la chose s'y prête. C'est donc François Maspero, l'honneur de Saint-Arnaud, honneur évidemment à titre ironique. Et je reviens vers Nedji Maouar et son livre L'Algérie et les deux guerres mondiales, témoignages vivants de tirailleurs algériens. On a parlé de la Première Guerre mondiale, de cette grande boucherie. La Deuxième Guerre mondiale va aussi être l'occasion d'un immense cynisme de la part de la France, puisque c'est documenté aujourd'hui. C'est une guerre qu'au début elle a fait exprès de perdre afin de stopper l'ascension du Front populaire, et donc plutôt Hitler que le Front populaire. Et puis lorsque le vent va tourner et que les Occidentaux vont cesser d'utiliser Hitler comme bélier contre ce qu'ils ont appelé le judéo-bolchevisme, là on va amener les tirailleurs à grand renfort pour libérer la France. Et ces mêmes tirailleurs qui vont ensuite rentrer en Algérie pour trouver la répression et le massacre du 8 mai 1945, qui est le clou de votre ouvrage. Oui, c'est-à-dire donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France et les autres pays d'Europe comptaient sur justement les pays qu'ils ont colonisés. D'ailleurs, même au début, ils ont enlevé à l'Allemagne les pays qu'elle avait colonisés. Ils lui ont dit vous n'êtes pas bien avec eux, etc., etc. Eux, c'est pour justement qu'elle ne soit pas forte. Qu'elle ne soit pas forte
Et que eux, donc, ils comptaient sur ces colons-là, ces gens-là, ces militaires, ces tirailleurs qu'ils avaient colonisés. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Quand on parle vraiment des batailles qu'il y a eu, la Première Guerre mondiale avait des batailles, la bataille de Verdun, etc., et tout ça. Donc la Somme, la Marne, la Deuxième Guerre mondiale aussi, pour revenir, il faut repasser aussi par Verdun. C'est-à-dire que vraiment, en Italie, il y avait le mont Cassino, et puis pendant cette Deuxième Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, pardon, je reviens, quand elle a commencé, le 28 juillet, ils ont attaqué la Serbie. Oui. L'Allemagne et le pays, enfin le royaume austro-hongrois. Le 1er août, ça a été la Russie, parce qu'ils avaient peur des Russes. Tout à fait. Le 2 août, ça a été la France. Le 3 ou le 4, je m'excuse, ils ont tiré sur Bonn et Skikda. Voilà, parce que on était, la France donc, comme à l'époque, l'Algérie plutôt appartenait à la France. Et la France voulait faire de la mer Méditerranée un fleuve comme la Seine. Exactement, elle traverse, elle rentre, ils font ce qu'ils veulent. Donc ils ont reprise des Romains. Oui, donc ils ont attaqué l'Algérie et l'Allemagne. Donc après, les tirailleurs algériens avaient dit, il faut qu'on se défende, mais pas tous, comme je vous ai dit tout à l'heure. En fait, dans le sud, Biskra, etc., ils avaient peur pour leurs enfants. Au point où, après, les filles leur mettaient des boucles d'oreilles et tout ça pour qu'ils soient considérés, plutôt les garçons, leur mettaient des boucles d'oreilles pour qu'ils les voient comme si c'était des filles, qu'ils ne les prenaient pas de force. Bon. Et donc, durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait vraiment, pris beaucoup de gens. Ils les ont aidés pour conquérir, mais après, ça y est, ils ne pouvaient plus. La France a perdu dès le début, vers 40. Ça y est, il y a eu des prisonniers. Bon. Et l'Allemagne avait pris, pas toute la France, du côté atlantique, ils ne l'avaient pas occupée. Après, ils avaient aussi continué à aller jusqu'en Russie. Hein? Alors qu'ils avaient signé, l'Allemagne avait signé avec la Russie un pacte de non-agression. Oui. Quand même, l'un a fait un coup à l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont? Après, Staline leur disait, aidez-moi, ouvrez notre front, sinon il va perdre la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors Churchill avait décidé, donc il y avait Churchill de l'Angleterre, Roosevelt, oui, Staline, le général de Gaulle, celui-là, les Américains n'avaient pas confiance en lui. Il n'y avait que M. Churchill qui le défendait. Les Américains, ils ne voulaient pas entendre parler du général de Gaulle. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Après, ils faisaient des conférences, ils ont décidé de faire un débarquement. Donc, le 8 novembre 1941, ils débarquent en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, c'est ce qu'on appelle l'opération Torche. Et en France, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le maréchal Pétain, oui, qui était qui devenait un collaboratoire des Allemands. Donc il est aussi contre les résistants français. Tout à fait. Il était contre donc les Alliés. Hein? Ce que j'ai cité là, donc Churchill, Roosevelt, Staline, ceux-là, étaient les Alliés. Les autres, ils étaient membres de l'Axe, comme l'Italie et tout ça, était avec l'Allemagne, c'était le fascisme. Il y avait l'Espagne qui était neutre, avec dans certains pays comme la Suisse et tout ça, mais l'Espagne n'a pas participé ni à la Première Guerre mondiale ni à la Deuxième Guerre mondiale. Et à la Première Guerre mondiale, le Japon était avec les Alliés, avec la Triple Entente, et à la Deuxième Guerre mondiale, il a été avec Hitler. Le Japon et l'Allemagne ont eu les mêmes idées de sauvages qui voulaient conquérir le monde. Les Japonais prenaient les Chinois pour des êtres inférieurs, oui, comme Hitler prenait aussi les Français. Alors là, les Arabes, n'en parlons pas.
N'en parlons pas. Pour lui, ce n'est pas des êtres humains du tout. Alors, Donc, l'opération Torche, là, on a eu des morts en Algérie. Donc, l'Allemagne est venue attaquer ses alliés qui voulaient rentrer en Afrique du Nord. Donc, on a eu des bombardements dans Oran, à Mers-el-Kébir, à Arzeu, Béjaïa, Skikda, qui à l'époque s'appelait Philippeville, Bonn. Il y a eu des massacres, il y a eu des morts en Algérie. le temps manque pour faire toute cette rétrospective et je voudrais bien qu'on conclue sur une information que vous donnez dans votre ouvrage. Massacre du 8 mai 45. Je vous dis, il y a eu des tirailleurs qui sont revenus pour trouver leur famille décimée. Et vous mentionnez même un fait que parmi les généraux sanguinaires qui ont mis la main à ce massacre, l'un d'entre eux a même préconisé de massacrer tous les hommes algériens de plus de 15 ans. Oui. C'est une information que j'ai trouvée dans votre livre. Oui. Ah oui, il disait, il faut... attention, hein. C'est pas le général de Gaulle, je me rappelle. Oui, c'est le... alors j'ai souligné ça. En tout cas, c'est justement un général nommé Charles avait décidé d'exterminer tous les Algériens, sauf ceux de moins de 15 ans. Le général de Gaulle lui avait refusé cette... Ah, voilà, merci. Donc, j'ai dit un Charles, donc c'est pas Charles de Gaulle. Oui, bien sûr. Il y a tellement de noms, j'ai englobé tout ça. Mais, pour ce qui est du 8 mai 45, quand les tirailleurs étaient à l'étranger et la guerre n'était pas encore finie, c'est-à-dire, je veux dire qu'ils n'étaient pas, la guerre était finie, mais il n'y avait pas le Japon, la guerre au Japon continuait. Donc, mais quand les Alliés avançaient en France, à chaque fois qu'ils avançaient, les prisonniers, les libérés retournaient dans leur pays. Ceux qui étaient là-bas, quand il est arrivé le 8 mai 45, qu'est-ce qu'elle avait fait la France aux Algériens qui étaient dans les casernes, qui étaient blessés, ceux qui étaient encore en France, elle leur a menti. Elle leur a dit en Algérie, il y a une guerre entre les Juifs et les Algériens. Et qu'est-ce qu'elle leur a fait? Elle leur a enlevé les armes, les lacets des chaussures, les pantalons, certains ils étaient restés qu'avec des shorts. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'elle leur disait qu'on est en train, qu'il y a une guerre, ils peuvent se révolter et leur enlever donc les armes. Et eux, ils se sont soulevés, c'était pour demander la libération de Messa Ali Hadj, et ça a commencé à Oran, le 1er mai. Le 1er mai, c'est-à-dire la fête des travailleurs, ils ont voulu parler justement de l'indépendance de l'Algérie, de parler de Messa Ali Hadj. Après, ça a été à Alger et à Sétif. Après un drapeau. Les cellules, ils voulaient prendre le drapeau. Ah non, pour eux, ils étaient enragés de voir un drapeau algérien. On lui tire dessus et après, ça a été jusqu'à Guelma et tout ça. Même jusqu'à la région de Béjaïa. Oui. Et voilà. C'est documenté dans votre ouvrage, Nedjima Ouar, l'Algérie et les deux guerres mondiales, témoignage vivant de tirailleurs algériens. Merci beaucoup, Madame Ouar. Ce fait un plaisir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé m'exprimer, parler à nos enfants et petits-enfants l'histoire de notre pays et puis pour plus tard aussi. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Mohamed Rafet. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Droit d'évocation et de souvenance sur le 17 octobre 1961 à Paris. Merci beaucoup pour votre aimable présence. Et puis, les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à très bientôt.